Partir vivre un an dans les Andes n'est pas une chose facile à seulement 22 ans. Je rêvais de découvrir l'Amérique latine, mais j'étais loin de penser que l'occasion se présenterait aussi vite. Quand on m'a proposé d'aller travailler en Bolivie pendant un an, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai laissé derrière moi mon univers, ma famille et mes amis pour m'installer à La Paz, où 1 million d'habitants tutoient les nuages à plus de 3600 mètres d'altitude. Le damos la cordial bienvenida a la ciudad de La Paz. Agradecemos su presencia a bordo y esperamos servirles nuevamente en un futuro próximo. La temperatura ambiente en la ciudad de La Paz es de 9 grados centígrados. La Paz est une ville extraordinaire. Une fourmilière humaine qui a surgi d'une façon complètement improbable dans un canyon aride sur les pentes escarpées de la Cordillère Royale. Comment peut-on vivre dans la capitale la plus haute du monde? Quels sont les trésors culturels de cette ville, qui figure parmi les 7 merveilles du monde moderne? Nous allons faire un voyage en immersion dans les Andes à plus de 10 000 km de la France. L'aéroport international El Alto se trouve à plus de 4000 mètres d'altitude dans la plus grande ville aymara du monde. À l'arrivée, j'ai été surpris par le froid et le manque d'oxygène. C'est sûr que débarquer à La Paz en juin, qui est le mois le plus froid, est plutôt extrême. Par ailleurs, à 4000 mètres, il y a à peine 65% d'oxygène disponible. L'histoire de La Paz débute le 20 octobre 1548 avec la conquête de l'Amérique. À cette époque, les colons découvrirent les énormes gisements d'argent de la montagne de Potosí et l'exploitation de la mine en fit une des villes les plus peuplées du monde. Le capitaine Alonso de Mendoza a reçu l'ordre de fonder une ville sur la route stratégique de Lima, la capitale du vice-royaume du Pérou, à Potosí. C'est ainsi que La Paz est née dans le froid de l'altiplano, à 40 km de son emplacement actuel. À cause du froid, les colons durent trouver un lieu plus accueillant. Ils déplacèrent donc la nouvelle ville dans une vallée plus tempérée. On peut aujourd'hui visiter le lieu de la fondation dans le village de Laja. La Paz mérite largement son surnom de ville merveille du monde. Plus d'1 million de personnes réussissent l'exploit quotidien de mener une vie ordinaire dans un endroit extraordinaire. Le relief est accidenté et la profonde vallée de Chuquiago complique beaucoup les activités humaines, que ce soit la construction ou le transport. Les immeubles ont réussi à vaincre les pentes les plus abruptes, mais restent très vulnérables aux inondations et éboulements pendant la saison des pluies. La Paz est donc confrontée à un fragile équilibre, avec d'une part une croissance incontrôlée et de l'autre les risques naturels de la haute montagne. Le trafic routier et le flux anarchique de tout type de véhicules, minibus et taxis, et La Paz est en proie à d'énormes embouteillages. Mais la ville dispose aussi du système de télécabine le plus long du monde, et ces 10 lignes permettent de relier ses quartiers de haut en bas et de bas en haut en un temps record. Malheureusement, elles ne permettent pas d'absorber l'énorme demande de déplacement de la métropole.
La première chose que j'ai découverte à La Paz, ce fut le marché de El Alto, la plus grande foire d'Amérique latine. 2 fois par semaine, des milliers de personnes viennent acheter et vendre tout et n'importe quoi. J'ai trouvé un fer à repasser et des pièces de rechange pour mon vélo. Tout ça dans le froid mordant de l'altiplano. À El Alto, on pratique le 2e sport national après le foot, la négociation des prix. La deuxième chose qui m'a impressionné, c'est la coexistence du secteur traditionnel et du monde moderne au même endroit. Au centre-ville, on trouve à la fois des gratte-ciel en béton et des maisons de l'époque coloniale, tout ça dans un paysage lunaire. La pression pour concentrer toujours plus d'activités dans cet endroit congestionné est énorme. Dans ce qu'il reste du centre historique, la place Murillo accueille le siège du gouvernement le plus haut du monde. La rue Jaén est l'un des derniers témoins de l'époque coloniale et l'un des rares espaces piétons de la ville. Ici, le moteur est roi, et les rues étroites sont envahies de voitures, minibus et motos. Tout ceci sans parler des marchés et leur intense activité économique. En ville, la richesse se répartit selon l'altitude et le relief. Les plus riches vivent en bas, dans les quartiers sud, et les plus pauvres dans les hauteurs, la périphérie de La Paz et grande partie de la ville d'El Alto. La Paz est une ville pleine de contradictions. Rien n'est facile à 4000 mètres d'altitude, et pas seulement pour moi qui ne suis pas né ici. Grimper les rues du centre-ville avec un sac de course est un sport épuisant. Ce n'est pas pour rien que l'on recommande aux personnes âgées avec des problèmes de santé de déménager dans une ville plus basse. Pour ma part, vivre à La Paz pendant 1 an a été une expérience incroyable. Si vous aimez la montagne, vous adorerez La Paz. Être expat dans un pays, ce n'est jamais facile, mais c'est une sacrée leçon de vie. En vérité, ça s'est très bien passé. Je suis accro au vélo et j'étais loin de penser que j'allais vivre des aventures aussi dingues sur 2 roues dans les Andes. J'ai cherché une façon de pratiquer mon sport favori en groupe, car j'ai vite compris que ça me faciliterait la vie. J'ai eu la chance de rencontrer un groupe de cyclistes de La Paz qui ont l'habitude de se retrouver le dimanche. C'est avec ces compagnons de route, qui sont devenus de très bons amis, que j'ai visité la région à la Force des Mollets pendant 1 an. Comme je suis né plus ou moins au niveau de la mer, ça n'allait pas de soi. En altitude, le vélo devient un sport extrême. Le pouls s'emballe, l'air manque rapidement, mais petit à petit, l'organisme s'acclimate. Les cyclistes boliviens n'ont peur de rien. Grâce à eux, je me suis lancé dans la jungle de la circulation en ville, en descente comme en montée. Tout à une échelle démesurée. Une banale sortie à La Paz comporte autant de montées qu'un bon entraînement dans les Alpes, et il n'est pas rare de flirter avec les 5000 mètres d'altitude. On peut escalader le pic Chacaltaya à 5400 mètres un week-end, et faire tranquillement un bon barbecue entre amis le week-end d'après. C'est quelque chose de complètement fou qui m'a séduit dès le début. Vu la richesse naturelle de La Paz, l'effort est vite récompensé. Les Andes sont riches d'une grande diversité de climats et de paysages en peu de kilomètres. Mes meilleurs souvenirs de Bolivie sont sans aucun doute les excursions en montagne, à pied ou à vélo. Saludos desde la cumbre. Saludos. Grâce au vélo, j'ai rencontré des amis qui n'ont pas peur de voyager toute la nuit pour aller visiter un canyon ou un parc national.
Ils n'ont pas hésité non plus à m'héberger quand je me suis retrouvé sans logement en attendant de trouver un vol de retour pendant le Covid. En Bolivie, il faut s'attendre à tout et n'importe quoi. Par exemple, lors d'un voyage en vélo à Copacabana en janvier, au bord du lac Titicaca, nous nous sommes retrouvés sans solution de transport pour le retour, après avoir trop traîné en chemin. Quand un bus est miraculeusement apparu, le chauffeur a accepté de nous laisser monter avec les vélos dans la soute à bagages. Imaginez passer 2 heures dans le noir, secoué dans tous les sens. Si je continue de rêver des Andes aujourd'hui, c'est parce que la majesté de ces montagnes m'a impressionné. Tout près de La Paz, un col de montagne ouvre les portes de l'Amazonie, à moins de 3 heures de route. Les chemins qui sillonnent ces vallées très encaissées ont été construits au bord de précipices impressionnants. Les voyageurs doivent affronter un dénivelé de 3500 mètres, ce qui n'a pas de comparaison en Europe. Évidemment, à vélo, c'est un régal. En dévalant à toute vitesse les pentes de la cordillère, on passe en peu de temps du froid des sommets à la moiteur tropicale. C'est un peu comme entrer dans un four. Dans l'autre sens, c'est une autre paire de manches. Camino de la muerte de subida. Segundo intento. Qué locura todo, ¿no? Mon objectif de l'année, c'était l'ascension du Huayna Potosí, un géant de glace connu comme le 6000 le plus facile du monde. Huayna Potosí, día 1. Salimos del campo base a 4800 metros sobre el nivel del mar. Il n'est pas a priori évident qu'un 6000 puisse être quelque chose de facile. Grâce à un ami qui m'a beaucoup poussé pour que je le tente avant de quitter la Bolivie, j'ai pu venir à bout d'une ascension hors norme. ¿Qué tal? A los del otro lado, casi muertos, medio vivo. A 20 metros de la cima del Huayna Potosí, no podemos llegar. No podemos vencer. C'est une expérience très émouvante à vivre. 8 heures d'ascension nocturne, un froid glacial qui finit par triompher des meilleurs vêtements de montagne, etc. En Bolivie, j'ai appris à me dépasser. J'ai découvert des compagnons de galère mordus de montagne et passionnés par ce genre de défi. J'ai été séduit par cette attitude très positive, cet amour pour les Andes et cette volonté de partager des expériences sportives extrêmes avec d'autres personnes. Je m'en souviendrai toute ma vie. Sur le plan culturel, j'ai vécu des expériences intéressantes. Je me suis rendu compte que les gens sont très curieux sur l'Europe et sur mon expérience en Bolivie. On m'a posé beaucoup de questions sur mon pays, sur mes opinions en tant qu'Européen sur la Bolivie, et ce même dans des situations les plus inattendues. Hugo, ¿qué vas a decir ahora de Huayna? ¿Qué opinas? A mí siempre me preguntan qué opino de todo. Es que vos tienes otra perspectiva. Il y a beaucoup à dire sur la gastronomie. En Bolivie, la nourriture est toujours servie en grande quantité et est basée sur des aliments riches en énergie. Le choclo est un énorme maïs blanc, le chuño et la tunta sont des formes de pommes de terre très rustiques, très nourrissantes. En retour, on m'a posé beaucoup de questions sur la gastronomie française. Avant de voyager, il vaut mieux réviser ses classiques, parce que la France a une très bonne réputation en la matière. Trop bonne même. La question qui est revenue le plus, c'est si j'aime la Bolivie, sous tous ses aspects.
J'ai aussi été très surpris que certaines personnes me remercient de ne pas être hautain ou méprisant en tant qu'étranger. Je dois dire que c'est ce qui m'a le plus choqué. On pourrait parler de manque de confiance collective. Sans aucun doute, l'exploitation coloniale, le pillage des ressources naturelles et les défaites militaires ont laissé des traces dans la conscience collective. L'histoire de la Bolivie est un roman tragique, mais passionnant, et explique beaucoup de choses sur la situation actuelle. En Bolivie, le folklore est source de fierté nationale. À La Paz, j'ai assisté à de grands défilés folkloriques en costume, comme celui des étudiants en août. Après des mois d'entraînement, les universités envoient des délégations qui animent les rues à l'occasion d'une grande fête populaire. Cet événement complètement dingue fait partie du patrimoine culturel du pays, au même titre que le carnaval de Rouerou. Cependant, au quotidien, je n'ai pas noté de différence culturelle fondamentale entre mes amis et moi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut dire que les habitants de La Paz mènent une vie normale dans un lieu exceptionnel. Certaines pratiques sont différentes parce que les infrastructures sont différentes, mais on ne peut pas dire que cela fait partie de l'identité culturelle du pays. Dans un pays en développement, on ne peut pas toujours faire comme en Europe. Le cyclisme sur route n'existe pas, car les routes sont en mauvais état. Les gens qui le peuvent évitent de boire l'eau du robinet et l'achètent en bouteille. Le système de traitement des eaux usées sont parfois inexistants, et celles-ci sont déversées dans la nature. Les hôpitaux ne savent pas réaliser tous les types de soins. On est parfois obligé d'aller se faire soigner dans un autre pays. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que le contrôle social est beaucoup moins fort qu'en Europe. Au pays des droits de la terre-mère, il y a peu de considération environnementale et jeter ses déchets dans la nature est parfaitement normal. La notion de sécurité et de danger est également différente. D'un point de vue européen, la sécurité routière en Bolivie est désastreuse. Les quelques feux de signalisation n'ont qu'un rôle indicatif. On klaxonne beaucoup. Les limitations de vitesse n'ont aucun sens et ne sont pas respectées. Pire, il est parfaitement normal de dépasser en courbe malgré la double ligne jaune. En tant que passager mais aussi en tant que conducteur, je me suis fait de belles frayeurs. Cependant, tout ceci semble parfaitement normal aux Boliviens. Il existe une forme d'acceptation et même de résignation. Les gens sont très résilients face aux accidents de la vie et la mort n'est pas un tabou. Ce qui compte, c'est d'aller de l'avant, même après une tragédie personnelle. Il se passe la même chose avec l'engagement politique et la perception de la corruption. La population descend souvent dans la rue, mais est habituée à accepter avec résignation une situation imparfaite. Au cours de l'année, j'ai pu noter de nombreux points communs aux habitants de La Paz, surtout dans les périodes de crise comme les affrontements qui ont ravagé le pays après les élections d'octobre 2019. Ce sont des gens courageux, résilients, travailleurs et accueillants, mais ils sont aussi résignés et très désordonnés, pour le meilleur et pour le pire. Dans un pays qui compte pas moins de 41% de population indigène et 37 nationalités indigènes, l'unité nationale n'est pas quelque chose qui va de soi. La Bolivie est un pays d'une grande diversité culturelle et naturelle. Elle a une histoire tourmentée, et de nombreux défis sociaux et politiques à relever. Même si la Bolivie est un pays en développement, son peuple est fort. Il y aurait beaucoup à raconter pour faire connaître la richesse de ce pays, mais je préfère en garder pour la prochaine fois. Hasta la vista, La Paz.